Les membres du conseil d'administration ne sont généralement pas reconnus comme étant responsables pour les erreurs de gestion qu'ils ont pu commettre de bonne foi. Toutefois, les lois constitutives qui régissent les organismes communautaires et les entreprises d'économie sociale prévoient certaines situations qui engagent leur responsabilité personnelle au niveau civil et pénal. Compte tenu des spécificités qui sont propres aux différents régimes d'incorporation, il est évidemment impossible d'en faire une recension exhaustive. Dans le cadre de cette capsule, on va donc se pencher sur la responsabilité des administrateurs et des administratrices par rapport au salaire des employés, aux retenues fiscales et aux cotisations gouvernementales, à l'accès aux livres ainsi qu'au registre de l'organisation, aux prêts accordés par l'organisation à ses membres, aux remises illégales de biens ou d'argent et à la dette de l'organisation au moment de sa dissolution. Lorsque, pour une raison ou une autre, une organisation cesse de rémunérer le travail de ses employés, ils peuvent entamer des poursuites afin de récupérer les sommes qui leur sont dues. Si l'organisation n'est pas en mesure de verser le montant établi par le tribunal dans sa totalité, les employés peuvent alors entamer une seconde poursuite contre les membres du conseil d'administration afin qu'ils soient reconnus comme solidairement responsables des sommes non remboursées. Notons que les lois qui régissent les OBNL québécoises et fédérales et celles qui touchent les coopératives canadiennes spécifient que la responsabilité des administrateurs et des administratrices est limitée à la période où ils exerçaient leurs fonctions et qu'ils ne sauraient être tenus de rembourser plus de 6 mois de salaire. Toutefois, ils peuvent être condamnés à payer des intérêts sur les sommes dues ainsi que des frais afférents au recours des employés contre l'organisation. Afin d'éviter de se retrouver dans cette situation, les membres du conseil d'administration devraient s'assurer régulièrement que les salaires sont payés et démissionner aussitôt qu'il y a défaut de paiement de la part de l'organisation. En tant qu'employeur, l'organisation doit retenir sur le salaire de ses employés des montants pour payer les impôts et les contributions aux divers programmes provinciaux et fédéraux. L'organisation doit notamment prélever les impôts sur le revenu des employés, les cotisations à l'assurance emploi, au régime de pension provincial ou fédéral, au régime québécois d'assurance parentale, au Fonds des services de santé, aux normes du travail, à l'assurance santé et sécurité au travail et au Fonds de développement et de reconnaissance de la main-d'œuvre s'il y a lieu. Dans certains cas, les organisations de l'action communautaire et de l'économie sociale peuvent également être tenues de percevoir des taxes sur la vente de certains produits et services. Or, les membres du conseil d'administration peuvent être tenus solidairement responsables pour les retenues à la source et les taxes qui n'ont pas été remises aux différentes instances gouvernementales. Les lois qui encadrent les organismes communautaires et les entreprises d'économie sociale prévoient que l'organisation doit tenir à jour ses livres et registres. Chaque loi spécifie les informations qu'on doit y retrouver et précise les modalités d'accès aux renseignements auxquels les organisations doivent se soumettre. Les renseignements à consigner et les modalités d'accès varient en fonction du régime d'incorporation. Les membres du conseil d'administration qui restreignent indûment la consultation des livres et registres de l'organisation peuvent être condamnés à une amende qui varie en fonction du régime d'incorporation. Une amende est également prévue pour les administrateurs et les administratrices qui autorisent ou permettent sciemment l'omission d'entrer aux livres et registres de l'organisation. La falsification des livres et registres est quant à elle punissable en vertu du Code criminel et passible d'une peine d'emprisonnement. Les lois qui s'appliquent aux coopératives ou aux organismes à but non lucratif fédéral ne leur interdisent pas d'octroyer les prêts à leurs membres. Toutefois, on devrait faire preuve de beaucoup de prudence vis-à-vis ce genre de pratique et éviter autant que possible d'octroyer des prêts à ses membres, sauf si les dits prêts contribuent à la réalisation de la mission de l'organisation. Par exemple, soutenir financièrement des artistes ou des organisations en leur offrant des prêts. Si le prêt n'est pas compatible avec les statuts ou les lettres patentes de l'organisation, les administrateurs et les administratrices peuvent potentiellement être tenus responsables des dommages causés à l'organisation. Il en va de même si l'on juge qu'ils ont failli à leur devoir d'honnêteté, de loyauté, de prudence et de diligence, par exemple en octroyant un prêt à une personne qui est en conflit d'intérêts avec l'organisation ou encore en prêtant à quelqu'un qui est manifestement incapable de rembourser la dette. La loi québécoise qui régit les organisations à but non lucratif est beaucoup plus stricte sur cette question et leur interdit formellement d'octroyer des prêts à leurs membres.
Si ce genre de prêt est octroyé, les membres du conseil d'administration et les dirigeants qui y ont consenti deviennent solidairement responsables envers l'organisation et ses créanciers de la somme prêtée et de l'intérêt cumulé sur cette dernière. Notons ici que seules les personnes ayant consenti au prêt sont réputées être responsables de la dette. Les administrateurs et les administratrices qui n'ont pas participé à la décision ou qui se sont montrés ouvertement contre, en faisant inscrire leur dissidence au procès-verbal par exemple, ne sauraient être tenus responsables. Si une organisation à but non lucratif québécoise souhaite, dans le cadre de sa mission, soutenir des personnes ou des organismes grâce à des prêts, il est alors important que les bénéficiaires ne soient pas reconnus comme membres de l'organisation. La loi sur les organisations à but non lucratif canadienne rend solidairement responsables les membres du conseil d'administration qui ont voté ou acquiescé à une remise d'argent, de biens ou à une indemnisation qui est contraire à la loi. Alors que dit la loi? Elle stipule notamment que la rémunération des employés, des dirigeants et des administrateurs s'il y a lieu doit être juste, c'est-à-dire qu'elle est raisonnable en vertu des tâches accomplies par la personne et de la rémunération qui y est versée dans des organisations qui évoluent dans le même secteur d'activité que l'OBNL. Elle précise notamment que les administrateurs peuvent recevoir une indemnisation pour les dépenses encourues dans le cadre de leurs fonctions. C'est donc dire que les administrateurs et les administratrices qui ont accordé des salaires déraisonnables ou encore qui ont acquiescé à des indemnisations qui ne sont pas reliées à la fonction des administrateurs pourraient être jugés responsables des préjudices causés à l'organisation. La loi québécoise n'est pas aussi stricte dans la mesure où elle n'impose pas cette notion de juste rémunération. Si le conseil d'administration entérine des rémunérations ou des indemnisations illégitimes, il peut toutefois se voir accusé d'avoir manqué à ses devoirs d'honnêteté, de loyauté, de prudence et de diligence. La situation est similaire pour les coopératives de régime fédéral dans la mesure où il n'y a pas de limite formelle à la rémunération qu'elles peuvent octroyer aux membres du conseil d'administration, aux dirigeants et aux employés. Cela dit, la loi canadienne sur les coopératives comporte une section qui énumère la responsabilité des administrateurs et des administratrices quant à l'émission de parts en contrepartie d'un apport non monétaire à l'acquisition de parts de la coopérative et le versement de différentes sommes versées en contravention avec la loi. La loi sur les coopératives du Québec ne permet pas à proprement parler la rémunération des membres du conseil d'administration. Ils peuvent toutefois se faire rembourser les frais encourus dans l'exercice de leurs fonctions et recevoir une allocation de présence qui est déterminée par l'Assemblée générale annuelle. De plus, les administrateurs et administratrices peuvent être rémunérés pour des représentations qui sont effectuées en dehors des rencontres du conseil d'administration. Toutefois, la loi sur les coopératives comprend un ensemble de mesures qui réglementent le versement des ristournes et la liquidation des actifs et qui engagent la responsabilité pénale des membres du conseil d'administration. Pour qu'une demande de dissolution soit acceptée par le registraire des entreprises du Québec, l'organisation doit se conformer à certaines conditions, notamment celle de ne pas avoir de dette. Si elle est endettée, l'organisation doit déclarer les dettes. Pour que la dissolution ait lieu, les créanciers doivent donner leur accord et renoncer à leurs créances. Advenant qu'un créancier n'ait pas accepté la dissolution, par exemple dans le cas où une dette aurait été oubliée ou cachée au moment de produire la demande de dissolution, il peut alors exercer des recours contre les membres du conseil d'administration qui étaient en poste au moment de la dissolution. Dans le cas des OBNL et des coopératives de régime fédéral, ce sont les membres ou les détenteurs de parts de placement qui sont responsables de la dette. Cette responsabilité est toutefois limitée à la somme qu'ils ont reçue lors de la dissolution de l'organisation. En dehors de ces situations exceptionnelles, il convient de rappeler que le conseil d'administration et les membres ne sont généralement pas responsables des dettes de l'organisation, à moins bien sûr qu'ils les aient cautionnées à titre personnel. Chez les coopératives québécoises, il n'y a pas d'équivalent et par conséquent, il semblerait que ce soit les dispositions du Code civil qui prévalent. En conséquence, il semble qu'on ne saurait tenir responsables les administrateurs et les administratrices qui ont fait preuve d'une honnêteté, d'une prudence et d'une diligence raisonnable au moment de la dissolution. En guise de conclusion, soulignons que les membres du conseil d'administration doivent se conformer aux différentes lois qui s'appliquent aux organisations de l'action communautaire et de l'économie sociale qu'ils dirigent. Parmi celles-ci, on compte notamment le Code criminel, la loi sur la publicité légale des entreprises, la loi sur la protection du consommateur, la loi sur les normes du travail, la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles,
le Code des professions, la loi sur l'immigration, la Charte de la langue française, la loi sur la faillite et l'insolvabilité, etc. Ces différentes lois comportent des clauses qui peuvent mettre en cause la responsabilité personnelle des administrateurs et des administratrices de différentes façons. Notons finalement qu'il est possible de protéger les membres du conseil d'administration en cas de poursuite en souscrivant à une police d'assurance pour administrateurs et dirigeants. Cette assurance peut couvrir une partie des frais encourus pour assurer la défense des membres du conseil d'administration en cas de recours judiciaire, ainsi que les compensations qu'ils peuvent être tenus de débourser en cas de dommages causés à un tiers. Soulignons toutefois que les polices d'assurance diffèrent passablement d'une compagnie d'assureurs à l'autre. Il est donc recommandé d'obtenir des soumissions auprès de plusieurs compagnies afin de trouver la police qui vous convient. Pour en savoir davantage sur le conseil d'administration ou sur le pouvoir des différentes instances décisionnelles qui existent au sein des organismes communautaires et des entreprises d'économie sociale, consultez les vidéos capsules de formation en bref qui portent sur ces sujets. Elles sont disponibles sur le site Internet du Centre de formation communautaire de la Mauricie au www.cfcmmauricie.org/formation en bref.